Délibération numéro 2, délégation du conseil municipal, décision du maire prise depuis le dernier conseil municipal. La 25096 portant occupation du domaine public pour une animation de terroir divin. La 25097 mise à disposition d'un local du département du Calvados. C'est un local qui était auparavant occupé par Œuvre Notre-Dame. Vous voyez, question du local. 25098 tarif de la boutique du château Guillaume Le Conquérant. 25099 attribution d'un marché 13 élagage du parc arboré 2025-2026. La 2500 modification du marché 2507 de la DESTUP fourniture de produits d'entretien le lot 1. La 2501 actualisation des tarifs des médiévales. La 2502 portant modification numéro 2 de la régie d'avance enfance jeunesse centre socio-culturel. La 2503 fixation d'un tarif au profit du centre socio-culturel. La 2504 attribution du marché 2025-12 de la DRT pour l'AMO pour la scénographie du château. La 2505 fixation de tarif de forfait électrique pour l'occupation temporaire du domaine public. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Délibération qui concerne la rétrocession foncière. Et que un immeuble, un morceau de l'immeuble avait été abattu en début de mandat et nous travaillons actuellement en partenariat avec Inolia en installation d'une aire de jeu sur cette zone, avec la fontaine couverte. Et l'idée est de récupérer la maîtrise foncière de l'ancien emplacement de l'immeuble, puisque l'ensemble des parties communes avait été redonné à la ville à l'époque, sauf l'emprise. Donc il convient de prendre une délibération pour récupérer cette emprise. Aussi, la convention d'engagement date de 2023 entre la ville de Falaise et Inolia, plus plan projet de rétrocession foncière ci-dessous. Considérant la nécessité de procéder à une rétrocession foncière du terrain concerné par l'installation de l'aire de jeu public, considérant la nécessité de réintégrer ce foncier dans le domaine public communal, je vous demande de bien vouloir approuver l'acquisition de la parcelle ci-dessus désignée à titre gratuit et de m'autoriser ou mon représentant à procéder tous les actes nécessaires à cette acquisition. Des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 4, convention d'intervention avec l'EPFN sur la friche commerciale route des Bouchers. Alors c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis 5 ans. C'est l'ancienne zone Leader Price Intermarché, là-haut, à la fontaine couverte. On avait déjà discuté de ce sujet il y a pour intervenir le PFN pour nous accompagner sur cette reconquête de friche. Nous avons avancé puisque donc, nous avons déjà identifié les deux propriétaires. Pour l'instant, c'était assez simple. Pour le second tube, la station de service, ça fait évident puisque c'est eux-mêmes ne savaient pas que c'était propriétaire. Et nous avons entre le service de domaine, le PFN et le vendeur, sur la partie principale de l'ancien magasin. Et on attend d'un jour à l'autre un retour du Carrefour pour l'acquisition à l'euro symbolique de l'ancienne station-service, ce qui nous permettrait d'assumer la dépollution. Donc là maintenant, nous avons identifié les deux vendeurs, nous sommes en accord avec l'un des deux, le deuxième c'est imminent, et maintenant l'idée c'est de passer à la vitesse supérieure, c'est de demander à l'EPFN de se porter acquéreur pour nous de ces deux lots, de procéder à la démolition et à la dépollution de la station-service. Ces coûts de dépollution étant portés, on va dire en 3 tiers, la ville 1 tiers et le PFN 2 autres tiers, le PFN étant réussissant de ce côté à mobiliser du fonds friche au travers le fonds vert, des fonds régionaux, et de façon à ensuite pouvoir nous revendre ce terrain tout propre. Donc cette convention qui vous est présentée, c'est ça. Pour aller un peu plus loin sur le projet, pour vous donner un peu les perspectives, nous sommes en discussion avec Inolia depuis le début pour proposer à Inolia ce terrain pour l'urbaniser avec de l'habitat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de mandat, on avait fait une modification du PLU
de façon à passer cette zone en zone constructive habitat, avec le soutien de l'État, puisque lorsque l'ancienne secrétaire générale de la préfecture était venue, elle avait identifié cette friche comme un des sujets prioritaires de l'État sur la ville. Donc Inolia nous a présenté un projet, on est actuellement en discussion sur le coût de vente, parce que l'idée pour nous c'est de revendre le terrain à Inolia ensuite. Donc on en est là actuellement. On les a vus une première fois, on n'est pas d'accord sur le prix de vente et donc on attend leur retour, là aussi j'espère pour la fin de l'année, mais en tout cas je tiendrai au courant de l'évolution du dossier au moins au prochain conseil municipal. Mais là, en l'état actuel des choses, la demande est de m'autoriser à signer la convention. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, à m'autoriser à solliciter l'intervention de l'EPFN pour les missions visées dans la convention d'intervention, étant précisé que le projet de convention d'intervention, si annexé, pourra faire l'objet de quelques modifications non substantielles dans le respect des modalités approuvées. D'approuver la crédicité de la convention d'études techniques en date du 20 août 2024, laquelle sera substituée par le nouveau dispositif contractuel de la convention d'intervention susvisée, puisque la première convention qu'on avait votée à l'époque était juste l'étude. L'idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était de savoir combien nous coûterait la démolition de l'ensemble des bâtiments. D'approuver la convention, d'autoriser mon représentant à signer la convention ainsi que tout document nécessaire à son exécution, s'engager à ce que la collectivité rachète ou fasse racheter par un des tiers visés à la convention d'intervention les biens acquis dans un délai de 5 ans à compter de la date d'acquisition des biens, s'engager à ce que la ville participe au financement de l'enveloppe de 70 000 € allouée pour les études techniques sur la base de 25% du montant en taxe, et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonsoir à tous. Alors, on partage l'objectif, puisqu'on sait que la qualification de cette friche commerciale est un enjeu important pour notre ville, tant d'un point de vue d'aménagement d'entrée de ville que d'offrir une nouvelle offre de logement. Vous connaissez ma demande de clarté, de cohérence et de transparence. Et donc, on a quelques petites questions par rapport à cette nouvelle convention, par rapport à l'ancienne qu'on a adoptée il y a un an, en juillet 2024, puisque dans la première convention, on parlait déjà d'études techniques, dont le contenu est strictement identique à celui qui est présenté aujourd'hui dans la nouvelle convention, puisque l'article 2 est le même que l'article 2.1 de cette convention. Et dans le même temps, dans le rapport, au niveau du deuxième paragraphe, on indique que ces études ont été réalisées en 2025. Donc, on voulait juste savoir à quoi correspondaient ces études, puisque dans la nouvelle convention, on indique que le résultat de ces études sera pour 2029. Donc voilà, c'est juste essayer de comprendre quelles sont les études qui ont déjà été réalisées sur cette opération. Si elles sont terminées, est-ce qu'on pourrait avoir un rendu de ces études qui a déjà été réalisées par rapport à cette première convention? Et puis ensuite, dans la nouvelle convention, on modifie les conditions financières, notamment l'acompte est différent. Alors je voudrais juste savoir pourquoi on a changé l'acompte, puisqu'avant on était à 35%, là on arrive à 60% de l'acompte. Est-ce qu'il y a une raison particulière dans cette nouvelle convention de changement de ces conditions financières? Voilà, c'est plus des questions, des interrogations sur les deux conventions qu'on a eues. Est-ce que ces études sont déjà réalisées? Si oui, est-ce qu'on pourra avoir une copie de ces études par rapport donc, à la première convention de 2024? Si elles sont réalisées et que vous disposez d'un estimatif des travaux, on a vu qu'il y avait une somme d'estimation de l'acquisition, mais est-ce que vous avez une somme de l'estimation des travaux qui a été réalisée ou c'est encore trop tôt et ça fait partie de la prochaine étude et de la prochaine convention? Voilà, on aimerait juste avoir tous ces éléments. Les études, comme vous l'avez vu, cette convention va écraser l'autre. C'est pour ça qu'on reprend les éléments financiers liés à l'étude. L'étude a été faite, on a les résultats, elle concernait amiante ou pas amiante, nature des sols, voilà, de façon à avoir un coût de destruction et de démolition de l'ensemble. Est-ce que la station-service a été dépolluée? Est-ce qu'elle est nécessité de dépollution? Enfin voilà, c'est toutes ces choses
qui ont été réalisés, d'ores et déjà réalisés, afin de savoir. On pourra vous les communiquer. En règle générale, on ne communique pas les dossiers d'annonce, on peut le faire, parce que vous avez le droit à l'information. Après, je ne peux pas l'équiper savoir s'il y a d'annonce ou pas d'annonce sur le dossier, mais au moins, voilà, on pourra vous transmettre si vous voulez. Et toutes ces études nous ont permis de connaître le coût de démolition et de décroutage du parking de façon à retrouver un terrain prêt à être urbanisé. Et le montant, l'estimation des travaux à réaliser, tout compris, c'est 380 000 €. Mais alors cette nouvelle convention, les études qui vont jusqu'en 2029, ça correspond à quoi? Puisque les études je pense que c'est un laps de temps qui avait été identifié. Et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus vite que 2029. Moi, l'idée, c'est que la convention, donc là, elle passe ce soir, elle soit signée avant la fin de l'année, de façon à ce que la ville puisse, que l'EPFN puisse acheter aux deux fournisseurs, au moins le premier au premier trimestre 2026, et le deuxième, si l'avis est favorable du groupe Carrefour, on puisse là aussi avancer le premier trimestre 2026, de façon à ce que le PFN puisse ensuite travailler sur la démolition et la remise à nu du terrain, idéalement à la fin de l'année 26, de façon à ce qu'Unolia puisse en 27 commencer à réfléchir. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. Délibération numéro 5. Avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Bridor pour l'augmentation de la capacité de production et la construction de nouveaux bâtiments dédiés à l'activité. Vous savez que depuis le mois de novembre à peu près, l'usine Bridor, qui est installée sur notre territoire, sur la zone Expansia, et qui produit des croissants haut de gamme destinés à l'exportation, est en fonctionnement. Les croissants sortent. Et il était, pour cette première phase du développement de l'usine, Bridor avait utilisé l'autorisation environnementale de Frial, puisqu'elle existait, et comme l'entreprise améliorait écologiquement l'ancien projet Frial, il n'y avait pas de difficulté. Là, dans le cadre de leur volonté de mettre 2 lignes de production supplémentaires sur le site, qui a déjà été pensé comme tel. C'est-à-dire que dès le départ, ils nous avaient clairement indiqué qu'il y avait une phase 1 et une phase 2, et la phase 2, il avance plus vite que prévu, puisque ça fonctionne bien, et sur la première, ils ont tenu les délais. Sauf qu'ils doivent faire une demande d'autorisation environnementale, donc qui est en cours actuellement, avec une enquête publique qui est en cours à la ville, à l'intercommunalité, et dans ce cadre, tout comme le conseil communautaire a délibéré la semaine dernière, de mémoire, un certain nombre de communes environnantes dans un rayon de 3 km doivent délibérer, dont Falaise, et il faut qu'on le fasse avant la fin de l'enquête publique, et donc ce soir, puisque au mois de février, ce sera trop tard. Le dossier a été est à votre disposition. Chez nous, il doit y avoir 1 ou 2 remarques sur le dossier. À l'Interco, je crois qu'il n'y en a pas, à ma connaissance. Voilà. Les grandes lignes, c'est une ligne de production exactement la même chose, une ligne de production supplémentaire. Bien évidemment, ça génère un peu de trafic routier supplémentaire pour l'export pour l'approvisionnement en matières premières et en export pour envoyer les croissants dans le monde entier. Voilà, le dossier est plutôt bien détaillé, bien présenté. J'avais une question l'autre jour, je la déblaye maintenant, sur l'eau. La consommation d'eau, l'usine terminée sera inférieure à la consommation d'eau qui était celle de Frial avant. Donc là, c'est plutôt un peu bénéfice sur ce point-là. Donc pas de problématique, soit d'approvisionnement, soit de gestion des eaux usées. Voilà, donc on est censé évoquer ce sujet et émettre un avis. Est-ce qu'il y a des questionnements? Bonsoir tout le monde. Donc c'est pas un questionnement, c'est une remarque. Donc moi sur ce vote je vais abstenir, puisque comme l'a évoqué le maire, il va y avoir une augmentation du trafic routier qui n'est pas légère.
On va atteindre jusqu'à 52 poids au jour. Ça va générer des gaz à effet de serre de façon importante. En 2022, on a validé avec la CDC un plan climat, air, énergie, territoire qui avait des objectifs très très ambitieux en matière notamment de baisse des gaz à effet de serre. L'objectif c'était moins 20% à l'horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050. L'entreprise Bridor à elle seule, elle va multiplier par 3,7 les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues par la communauté de communes. Donc elle va émettre 215 000 tonnes CO2 par an, contre l'objectif de la CDC qui était de 58 000 tonnes CO2 par an. Donc elle va devenir de ce fait, l'entreprise Bridor, le principal émetteur de gaz à effet de serre. Et alors la CDC, si elle doit tenir ses objectifs, elle va devoir réduire de façon très importante les émissions dans d'autres secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur résidentiel, le secteur tertiaire. C'est pourquoi moi je préfère m'abstenir sur cette élimination. Merci. Juste un point que je n'ai pas évoqué parce que, pour être complet, parce qu'on m'a posé la question là aussi au niveau du groupe, il y a une centaine de créations d'emplois là, en plus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce point-là? Si ce n'est pas le cas, je mets au... Alors, on est soit l'avis favorable, soit défavorable. Donc, qui émet un avis défavorable? Oui, soit attention, monsieur. Donc, qui émet un avis défavorable? Non, qui s'abstient. Donc 3 abstentions, Sandrine Petit, Jean-Christophe Savary et Thérèse Lebon. Et donc par déduction, le reste émet un avis favorable. Je vous remercie. Délibération numéro 6, attribution d'une subvention exceptionnelle, association Poisson d'Avril. Gwenaëlle Perchon. Bonsoir à tous. Donc, suite à une assemblée générale extraordinaire organisée le 20 octobre 2025 et à un courrier du président de l'association en date du 7 novembre dernier, Poisson d'Avril a alerté les partenaires, dont la ville de Falaise, sur la situation financière de la structure et notamment sur la trésorerie disponible à court terme. La principale difficulté de l'association reste l'insuffisance du chiffre d'affaires. Entre septembre 2024 et septembre 2025, un important travail de fond a été engagé, permettant de générer 12 000 € supplémentaires grâce à des activités de peinture. Cependant, cet effort que l'association compte poursuivre et renforcer ne suffira pas à lui seul à rétablir l'équilibre financier. En effet, il faudrait 2 années pour augmenter significativement le chiffre d'affaires hors subvention et stabiliser les comptes. C'est pourquoi l'association sollicite le soutien des partenaires publics afin d'accompagner la structure dans cette phase de redressement. La solution envisagée tient compte du fait que la région Normandie, via le dispositif ARM, pourrait accorder une subvention en vertu du 1+1, à condition que la ville de Falaise et la communauté de communes du pays de Falaise confirment leur engagement financier exceptionnel pour aider Poisson d'Avril. Dans ce contexte, l'association sollicite une aide exceptionnelle de 5 000 € en 2025 auprès de la ville de Falaise et 5 000 € également auprès de la CDC. En parallèle, Poisson d'Avril poursuit ses efforts de réduction des charges et de développement du chiffre d'affaires, notamment à travers l'augmentation du nombre de chantiers de peinture, principale source de revenus, le renforcement de la visibilité de l'association, présence accrue sur le terrain, participation à des événements, intensification des démarches commerciales et lancement de la vente en ligne qui permettra d'élargir sa zone de chalandise, d'augmenter ses ventes et de toucher une clientèle à plus fort pouvoir d'achat. Et enfin, un démarchage commercial élargi sur le territoire de Caen et sa périphérie pour développer la promotion de mobiliers en carton et de prestations de relooking de meubles en bois. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une aide exceptionnelle de 5 000 € à l'association Poisson d'Avril. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette subvention exceptionnelle? C'est pour accompagner et sauvegarder aussi l'emploi des personnes. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 7, engagement partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques. Magali Cadon.
Bonsoir. Donc, pour cet engagement, on ira de 2025 à 2028. Ce sera le 4e engagement partenarial avec la Direction générale des finances. Donc, ça comporte 4 axes. L'axe 1 a pour but de faciliter le travail de l'ordonnateur en développant et en enrichissant les échanges, avec une première action qui est un rapprochement des services et une deuxième qui a pour but d'anticiper les cyberattaques. L'axe 2, améliorer l'efficacité des procédures. On aura dedans l'optimisation de la chaîne de paiement des dépenses, la consolidation de la plateforme PES Marché, une définition d'une politique conjointe de recouvrement. L'axe 3, offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité comptable, donc avec un pilotage conjoint de la qualité comptable, un apurement des comptes de tiers et renforcer les outils de prévention de la délinquance. L'axe 4, développer l'expertise comptable, fiscale, financière et domaniale au service des responsables. Donc c'est réaliser du coup des analyses financières pour apprécier l'équilibre comptable et puis aussi éclairer les élus sur les incidences financières sur les projets. Donc la commission finance a émis un avis favorable le 10 décembre. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer engagement partenarial 2025-2028 avec la direction départementale des finances publiques de FADES. Merci Magali. Des questions sur cette convention? On continue à travailler en partenariat avec la DGFiP. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération 8, débat d'orientation budgétaire. Vous vous souvenez que vous avez indiqué lors du municipal du mois de septembre de mémoire qu'en raison des élections municipales, nous allions avancer le calendrier budgétaire. Et pour le voter avant les élections, un budget à minima. Ce qui permettra à l'équipe élue de colorer ce budget en fonction des priorités qui seront les siennes à l'issue des élections municipales. Et donc, quand on fait un rétroplanning, il faut dès ce jour entraîner un débat d'orientation budgétaire qui, lui, sera aussi à minima, du fait qu'on n'a pas de connaissance précise du projet de loi de finances qui est bloqué à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est un petit exercice d'équilibre, donc c'est pour ça que vous verrez, il n'y a pas de grande surprise dans ce qui vous est proposé. Magali Cabanne. À la veille des élections municipales de 2026, ce budget se veut volontairement neutre. Il vise à garantir la continuité du service public tout en préservant les marges de manœuvre pour la future équipe municipale. Donc on commence par le contexte économique mondial et européen. L'année 2025 est marquée par une croissance modérée et des tensions géopolitiques qui influent l'économie locale. Donc c'est l'instabilité mondiale. On a une croissance mondiale à 2,8% qui est en baisse, des tensions commerciales accrues avec les droits de douane sur les États-Unis, un conflit géopolitique permanent et une rupture des chaînes d'approvisionnement. Pour la zone euro, une reprise timide, avec une croissance à 0,9%, une inflation à 1,7% estimée pour 2026, un vieillissement démographique et une faible productivité. On a aussi une désinflation progressive qui est observée, bien que les incertitudes politiques freinent les investissements majeurs. Donc on se ressent sur le contexte national. La France affiche une croissance faible, 0,6 à 0,9%. L'effort de redressement des comptes publics importe fortement les collectivités. Donc on a 1% d'inflation en 2025, une baisse par rapport à 2024 de 2,3 grâce à la chute des prix de l'énergie. Il sera demandé 6 milliards d'efforts, c'est le montant total demandé aux collectivités pour la réduction des déficits publics en 2026. Et particulièrement 2,5 milliards sur les communes dans la future loi de finances. Donc les impacts du projet de loi de finances 2026. Le budget de l'État impose des contraintes sévères aux finances locales, réduisant les marges de manœuvre du bloc communal. Donc on peut relever un gel de la DGF, la dotation globale de fonctionnement est figée à 27 milliards, sans indexation sur l'inflation, entraînant une perte de pouvoir d'achat. L'ose de la CNRACL,
Donc, on avait vu l'année dernière que pendant 4 ans, il y avait une augmentation de 3 points par an. C'est un coût de 1,2 milliard sur les collectivités. Et un encadrement du FCTVA avec une limitation des avances et un encadrement des remboursements, pesant aussi sur les capacités d'investissement. Donc on en arrive à la ville de Falaise. La ville aborde 2026 avec une situation financière saine et un endettement très faible par rapport à la moyenne de la strate. Donc 2,8 millions d'euros, c'est la trésorerie. C'est un niveau confortable au 1er décembre, évitant le recours à une ligne de trésorerie. Il faudrait 1,4 ans pour se désendetter. Donc c'est une capacité de désendettement excellente par un bien inférieur à la moyenne de la strate, qui est environ 5 ans. La dette totale de la ville est de 1,9 million d'euros, un encours de dette très faible composé de 2 emprunts classés sans risque. Le bilan des investissements 2025, pour l'instant, on a un taux de réalisation à 85,36%, 6,5 millions d'euros. Alors, on note sur la mobilité et la sécurité 1,6 million réalisés, 102% pour favoriser la mobilité et sécuriser les usagers sur la route. Pour le patrimoine et le tourisme, 1,05 million investi, 82% pour améliorer l'attractivité touristique et l'image de Falaise. Et pour l'environnement, 1,28 million d'euros, 94%, consacrés à la préservation des ressources naturelles et à l'impact environnemental. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour chaque ligne d'objectif qu'on voit dans le budget. Donc on va le plus haut à 102%. Donc tous ces investissements-là ont été financés par. Donc on a 1,5 million de recettes déjà encaissées, 3 millions de recettes notifiées et 645 000 euros de FCTVA 2025. Pour mémoire, on avait une estimation de recettes à 4,3 millions. Donc on est déjà bien dessus. Pour 2026, en prospective, pour les recettes, stabilité et prudence. Les recettes de fonctionnement, plus 0,57%, sont estimées avec prudence. Le fait marquant est l'intégration du budget des automates, enfin du budget SPIC, du musée des automates. Donc l'intégration du budget du SPIC, le musée des automates, aura une incidence sur tous les comptes comptables, que ce soit en recettes ou en dépenses. Vous allez voir, donc on peut estimer à 1,42% fiscalité locale. On pense à une baisse des revalorisés de 1%, et aucune hausse des autres taux, malheureusement. 14,99% d'augmentation pour les produits de service. Donc ça, c'est justement dû à une hausse de 15% due à l'intégration de la billetterie de la boutique du musée des automates, plus 95 000 euros. Et moins 2,31%, une baisse prévue de 2,3% liée à la démographie en mécanisme de péréquation pour la DGF. Donc, voici une synthèse des recettes. On peut voir que les recettes de fonctionnement ne progressent que de 60 000 euros par rapport au BP 2025 pour 2026. Les dépenses de 2026 maîtrisent les coûts. Les dépenses réellement modérément de 2,62% tirées par les frais de personnel malgré une stabilité des charges générales. Donc les dépenses de service, c'est une augmentation de 2,62%. Peu d'évolution entre les dépenses 2025 et 2026. Ce chapitre trace en plus l'intégration des dépenses du musée des automates pour permettre son animation. Budget des fluides maîtrisé, 661 000 euros en légère baisse grâce aux efforts de sobriété. Plus 4,17% pour les dépenses de personnel, donc on a l'intégration de l'ETP du musée, la hausse due au GDT, la prise en compte des 2 ETP de la navette sur une année pleine, la hausse des charges patronales, comme on a vu tout à l'heure, la CNRACL, et la nouvelle mutuelle de santé. Et on a par contre moins de 2,64%, autres charges de gestion, soutien maintenu aux associations et hausse des subventions d'équilibre pour le CCS et le château, 6,18%, mais par contre on n'aura plus dans ce chapitre la subvention d'équilibre pour le musée des automates. C'est pour ça que ça baisse.
Un petit focus sur les ressources humaines. La structure du personnel, 148 agents, révèle un vieillissement des effectifs qui constituera un enjeu majeur pour le prochain mandat. Donc, on peut voir qu'il y a 76% de titulaires. Une grande majorité d'agents titulaires peut garantir la stabilité du service public. 46% de seniors, près de la moitié des agents ont plus de 50 ans, l'âge moyen est de 47 ans. Et 77% pour la catégorie C, une prédominance des agents d'exécution typiques des communes de notre strate. Voici la synthèse des dépenses de fonctionnement. Donc, du coup, là, les dépenses, elles augmentent de 300 000 €, essentiellement liées aux charges de personnel, alors que tout à l'heure, on a vu que les recettes, elles n'augmentaient que de 60 000 €. Donc, on retrouve comme tous les ans les investissements donc, pour 2026. Un PPI limité à 2,9 millions d'euros pour 2026, concentré sur la finalisation des projets engagés et la maintenance du patrimoine. Donc pour le château Guillaume-Conquérant, c'est la construction du bâtiment d'accueil, 400 000 €. Le patrimoine religieux, on a la sauvegarde de l'église Trinité, deuxième phase, 780 000, et le relevage de l'ordre de livré pour 130 000. Et sur la sécurité de la voirie, des fondements de la vidéoprotection pour 135 000 et l'aménagement de la voirie livrée 2030 pour 150 000. Tout ceci est payé par donc, un FCTVA pour 555 000 €, des cessions pour 332 000, qu'on avait vu au précédent conseil municipal, et une subvention de nos partenaires, 291 000. Et donc en dernier, je vous ai remis du coup, c'est par rapport aux estimations là, on aurait un taux d'épargne brute à 2%, ce qui augmenterait par contre notre capacité de désendettement à 8,7 ans par rapport au 1,9 qu'on a dit tout à l'heure. Et les charges de personnel représentent 60%. Voilà. Merci Magali. Est-ce qu'il y a des questionnements sur ce DOB? Madame Devel. Oui, alors merci Magali pour cette présentation. On ne va pas commenter dans le détail ce DOB puisque, comme ça a été indiqué, c'est une analyste au vu de la situation. Par contre, on peut s'interroger sur un certain nombre de chiffres, et notamment le dernier ratio et les derniers chiffres qui ont été indiqués sur la capacité de désendettement. En fait, on présente un DOB minimal, donc avec très peu de projets, et d'un seul coup, on passe d'1,4 année à 8,7 années. Donc, c'est voilà, d'essayer de. Comme on n'a pas toutes les explications dans le DOB, on pourra en discuter au moment du budget, mais. Non, c'est très simple. Comme vous l'avez vu, on est sur un DOB à minima qui n'a pas été travaillé, enfin, plus que ça, puisqu'on n'a pas les éléments de recettes, on manque des éléments de charge, et donc automatiquement l'épargne nette d'un projet de budget à aujourd'hui sortirait un taux d'épargne et un montant en euros très faible. Et du coup, c'est pas très réaliste en fait par rapport à la situation. C'est juste ce que je veux dire. J'ai bien compris. Mais on a une solution. À 8,7 quand même, j'ai bien compris. Mais en fait, ça correspond pas à l'esprit du DOB qu'on fait d'habitude. Mais en effet, c'est au vu de la situation par rapport à l'an prochain. Et juste encore sur les investissements. Mais ça, on a déjà discuté en commission finance sur le langage quand on parle de réaliser. Il y a une différence quand même entre ce qui est mandaté et réellement réalisé, payé, et ce qui est engagé. Donc c'est les projets qui sont engagés mais qui ne sont pas encore réalisés dans l'année. Voilà, mais c'est juste une question comptable et de terme. Oui, voilà, c'est toujours. Donc on est sur 4 millions de mandatés, donc de réglés, et en effet, on est sur du 6,5 d'engagés et de réalisés selon les termes comptables. Vous savez qu'à partir du moment où on signe un bon de commande, il faut qu'on ait au budget les montants, et donc on bloque le montant de façon à pouvoir assumer ensuite notre engagement. Il y a ça, il y a aussi des sommes qui peuvent être engagées avec des travaux réalisés, il suffit qu'on n'ait pas les factures, ça arrive. Alors là, la première fois on a fait un point, on est plutôt bien en réception de factures, mais ça peut arriver que des fois, des gros prestataires, ça arrive l'année dernière, oublient de nous envoyer leurs factures, les travaux étaient réalisés, mais ça paraissait toujours engagé et non mandaté parce qu'on n'avait pas la facture. Oui, pas pour 2 millions. Non, c'était plusieurs centaines de millions d'euros. Mais bon, alors, par contre, ça me donne l'occasion, comme vous m'amenez sur ce terrain, j'avais évoqué, je crois que c'était en septembre de mémoire, lors de la VM, l'objectif qui était de savoir, de viser, s'approcher des 20 millions d'euros d'investissement durant la mandature, parce que
ça a été un peu le fil rouge de ce mandat sur les finances, savoir est-ce qu'on sera en capacité ou pas de faire tout ce qu'on avait dit. Et les chiffres qui ont été transmis tout à l'heure font acte, en tout cas, endettement. Oui, mais on n'a pas les chiffres définitifs. Non, mais ça, on vous les donnera de toute façon, mais je vous donne en avant-première, parce que je disais depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas vous faire mentir jusqu'au vote du budget du mois de février, mais nous dépassons les 20 millions d'euros investis durant la mandature, et en fonction de la réunion de la CAO de cette semaine, on sera quasiment à 25 millions d'euros engagés et mandatés, les deux, sur l'ensemble de la mandature. Les deux. Oui, tout ce qui est mandaté depuis 2020, et puis les derniers qui seront engagés, par exemple la CAO, si on retient le chiffre de 25 millions, si on prend la CAO et en fonction de ce que va décider la CAO, il y a à peu près 100 et quelques mille euros, un peu plus peut-être. Donc, ça ne veut pas dire réaliser, c'est ce qu'on engage. Oui. D'ailleurs, vous ne devez pas engager de nouveaux projets. Mais on n'engage pas de nouveaux projets, madame Neveu, vous savez très bien. On termine ce qu'on a commencé. Et c'est comme ça depuis le 1er septembre. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements sur ce DOB? Non? Très bien. Et On va s'abstenir. il n'y a pas de vote, je crois. Non, il n'y a pas de vote sur un DOB. Non, c'est une discussion. Alors que tout à l'heure au département, on a voté, mais on a voté la prise de connaissance du DOB. Alors, est-ce que Mais je sais pas, moi je dis juste qu'on a fait cet après-midi, puisqu'on avait notre on va pas faire comme robe d'ailleurs, rapport d'orientation budgétaire. Et alors je sais pas ce qui doit se faire. Non, généralement, les privés de la falaise, on ne les vote pas. Donc on va continuer comme ça jusqu'au mois de mars. On continue. Délibération, merci en tout cas. Délibération numéro 9, subventions d'associations, versement d'un acompte. Magali Canan. Chaque année, la ville de Falaise attribue les subventions aux associations lors du conseil municipal de mars-avril. En 2026, afin de permettre à la nouvelle équipe municipale de délibérer sur ces subventions, le vote ne pourra intervenir avant le mois de mai au plus tôt. Ce décalage est susceptible de générer des difficultés de trésorerie pour certaines associations. Afin de prévenir ces situations, il est proposé d'autoriser M. le maire à procéder par décision au versement d'une avance sur subvention. Alors, les conditions de versement. L'avance sera limitée à 50% du montant de la subvention attribuée en 2025. Un plafond de 23 000 € est fixé par association et ce versement ne préjuge en rien d'un montant définitif de la subvention qui sera voté pour l'exercice 2026. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à ordonner le versement d'avance sur subvention aux associations dans les conditions précitées et d'imputer ces avances sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour cette délibération qu'on prend traditionnellement? Pas de remarques, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 10, autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du BP. Magali Canan. Dans l'attente du vote des budgets primitifs, la ville peut, par délibération du conseil municipal, décider d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans les limites de 25% des investissements budgétés l'année précédente. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget 2025, selon la répartition suivante. Pour le budget de la ville, un montant autorisé avant le vote pour 1 880 606 €. Pour le budget du camping, 9 873 €. Et pour le budget SPIC Château-Guillaume-Conquérant, 28 687 €. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 11, décision modificative numéro 1 du budget annexe Château-Guillaume-Conquérant. Magali Canan. Donc, dans le cadre des médiévales 2017, le château Guillaume-Conquérant avait obtenu une subvention de 15 000 € au titre du Fonds européen FEDER. Cependant, le versement final de cette aide a été de 14 263,57 €. Afin de permettre l'apurement du rattachement de la recette attendue depuis 2017, il est nécessaire d'augmenter le chapitre 67, dépenses exceptionnelles, et notamment le compte 673, titres annulés sur l'exercice antérieur. Cette augmentation est compensée par une baisse des dépenses du personnel de 300 €.
Par ailleurs, afin de moderniser la scénographie du château et de renforcer l'attractivité du site auprès des visiteurs, il est nécessaire de recourir à une assistance de maîtrise d'œuvre pour financer cette prestation. Il est proposé de procéder à un virement de crédit du chapitre 21 vers le chapitre 20. Le montant de son transfert s'élève à 45 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du château Guillaume de Fouquier. Merci. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 12, modification du tableau des effectifs. Jacques Lebray. Bonsoir à tous. Conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022, en vigueur au 1er mars 2022, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en annexe 4, que les dépenses en résultant soient couvertes par les crédits inscrits au chapitre 12. Donc sur l'annexe 4, je vous fais lecture des créations et des suppressions. On a une création de poste, c'est le poste 267 suite à un non-renouvellement de CALPEC. Donc on crée un poste à 20-35e. Les suppressions de postes permanents de la ville, il y a un poste, le poste numéro 2 au SPIC Château Guillaume le Conquérant. Les deux postes du SPIC Musée des Automates, le poste numéro 10 et le poste numéro 11. Les créations de postes pour accroissement saisonnier d'activité aux centres sociaux pour les vacances d'hiver, donc du 10 au 27 février, il y a 7 postes d'agents d'animation à temps non complet, 2 postes d'agents d'animation à temps non complet. Du 16 au 27 février, un poste d'agent de restauration à temps non complet, un poste d'agent de restauration à temps non complet, 2 quotités différentes. Pour les vacances de printemps 2026, du 14 mars au 24 avril 2026, 7 postes d'agents d'animation à temps non complet, 16 05 35e, 2 postes d'agents d'animation à temps non complet, 14 36 35e. Du 13 au 24 avril 2026, inclus et par cycle de travail variable, un poste d'agent de restauration à temps non complet, 23 08 35e, et un poste d'agent de restauration à temps non complet, 28 85 35e. Les créations de postes pour accroissement temporaire d'activité, on vote chaque année. Donc pour le 1er janvier au 31 décembre 2026, 3 postes d'agent technique à temps complet, un poste d'agent administratif à temps complet, 2 postes d'agent d'animation à temps complet et un poste d'agent social à temps complet. Des postes qu'on utilise qu'en cas de besoin. Voilà pour le tableau des effectifs. Merci. Des questionnements sur ce tableau d'effectifs? Non, je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Délibération 13, convention de disponibilité des sapeurs-pompiers. Jacques Lebray. Les représentants du service d'incendie de secours, le SDIS du Calvados, ont souhaité rencontrer les représentants de la ville de Falaise le 6 juin 2025 pour leur exposer les conditions de mise en œuvre d'un projet de conventionnement de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Conformément à l'article L. 723-11 du Code de la sécurité intérieure, l'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres d'une profession libérale et non salariés qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la convivialité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et du service public. Le projet consiste à signer une convention, que vous avez en annexe 5, entre la collectivité et le SDIS afin de faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pour leur mission opérationnelle et leur formation. Les engagements principaux sont autoriser les absences pour intervention et formation, maintenir la rémunération pendant ces absences, mettre en place la subrogation pour indemnité si elle est applicable. On liste les avantages pour la collectivité.
Donc ça renforce l'image citoyenne et solidaire de la collectivité, ça donne une éligibilité au label officiel du ministère de l'Intérieur, une meilleure prévention incendie et sécurité, et ça favorise le recrutement et la fidélisation des agents SPE. L'impact organisationnel est sur les agents. Les impacts qu'on a identifiés, c'est l'absence ponctuelle des agents sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail et l'adaptation des plannings et l'organisation interne. Au regard des conditions exposées dans la Convention, la ville de Falaise devra s'engager sur certains points, notamment sur les horaires de travail. Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son travail dès le déclenchement de l'alerte et doit réintégrer son poste dès que la remise en état du matériel est effectuée. Avoir des retards à l'embauche suite à une intervention ayant débuté avant les heures de travail. L'article 2.7, subrogation dans le cadre de la disponibilité pour intervention. Le sapeur-pompier volontaire, au titre du dédommagement, la ville de Falaise ne demandera pas à percevoir les indemnités à hauteur du nombre d'heures pour lequel elle maintient le salaire et avantages, au lieu et place du sapeur-pompier volontaire, dès lors que sur son temps de travail, il participe à des actions opérationnelles. Effectivement, on pouvait, le fait qu'on paye l'agent en intervention, on pouvait auprès du SDIS récupérer ces indemnités d'intervention de sapeur-pompier volontaire. On a décidé de ne pas le faire. La disponibilité pour formation, et juste pour rappeler sur les horaires de travail, les pompiers nous ont bien assuré que les pompiers volontaires partent pas à chaque fois. Ceux qui sont régis par cette convention, c'est ce qu'ils appellent ceux qui partent en troisième rideau, c'est-à-dire d'abord les pompiers professionnels, après les pompiers volontaires qui sont déjà dans le tableau de garde, et en cas, on peut imaginer de gros pépins, c'est cette ligne-là qui sera activée. Dans le chapitre 3, la disponibilité pour formation, parce qu'effectivement les pompiers ont quand même des jours de formation assez conséquents, les conditions et les modalités de la disponibilité pour formation de sapeurs-pompiers volontaires. Dans le cadre de cette convention, et lorsque le planning de travail le lui permet, le sapeur-pompier volontaire pourra, pendant son temps de travail, bénéficier d'autorisation d'absence pour participer à des sessions de formation prévues par l'article 723-13 du Code de la sécurité intérieure. Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à s'absenter pendant son temps de travail pour participer aux actions de formation en qualité de stagiaire ou de formateur dans les conditions suivantes. 8 jours par an sur les 3 premières années qui suivent l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire afin de suivre la formation initiale. 8 jours par an au titre des formations après la formation initiale. La ville de Falaise n'accorde pas la possibilité de reporter sur l'année suivante les journées d'absence autorisées non utilisées dans l'année en cours. C'est le seul truc où on déroge pas, c'est-à-dire que si les 8 jours ne sont pas pris sur l'année, il ne peut pas les reporter sur l'année plus simple. Ça poserait beaucoup de problèmes à l'organisation de services après. Et la subrogation dans le cadre de la disponibilité pour formation, au titre du dédommagement, la ville ne demandera pas, comme je le disais, à percevoir les indemnités à hauteur du nombre de journées pour lesquelles elle maintient le salaire et avantages au lieu et place de sapeur-pompier volontaire, dès lors que sur son temps de travail, il participe à des actions de formation. Le chapitre 4, c'est la reconnaissance du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers. Les conditions de délivrance du label. Afin de bénéficier de ce label, la ville de Falaise s'engage à libérer les sapeurs-pompiers volontaires pour un nombre annuel minimum de 8 jours ouvrés d'autorisation d'absence sur le temps de travail, mission opérationnelle et action de formation, l'ensemble. Vu la loi du numéro 96-370 du 3 mai relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, vu la loi numéro 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, vu les articles 723.8 à S723.17 du Code de la sécurité intérieure, vu le décret 2022-1116 du 4 août 2022 relatif au label employeur partenaire, vu l'avis favorable à l'unanimité du comité social territorial en date du 5 décembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de disponibilité des sapeurs-pompiers et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer la convention de disponibilité des sapeurs-pompiers. Bien, des questionnements sur cette convention? Non, simplement dire que, bien évidemment, qu'on est favorable à cette convention et qu'au niveau du SDIS, c'est vrai qu'on encourage les communes à signer des conventions comme celle-ci. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à mobiliser les jeunes et
essayer de promouvoir l'engagement chez les jeunes. Il y a un vrai sujet sur l'engagement des sapeurs-pompiers, notamment, alors pas forcément sur Falaise, puisque Falaise, il y a des pompiers professionnels, mais dans les casernes aux alentours, il y a un sujet sur les sapeurs-pompiers volontaires. Donc je pense que c'est notre responsabilité à tous de promouvoir, mais c'est ce qu'on fait sur le territoire. C'est un point, alors on a la chance d'avoir une école de jeunes sapeurs-pompiers qui permet de fournir, un petit peu de sensibiliser, de fournir à l'avenir des ressources complémentaires, mais de fait, il y aurait une vingtaine de pompiers volontaires supplémentaires, ce serait non négligeable pour assurer le tour de garde à Falaise. Ça éviterait que ça revienne toujours, ça pèse toujours sur les mêmes, ou qu'on soit en capacité d'utiliser à plein de nos équipements, parce que des fois on est obligé de faire appel à des casernes voisines pour certains types d'interventions. C'est dans ce cadre qu'on avait tenté de signer une convention qui n'a jamais été signée parce qu'il y a eu des blocages à certains niveaux, mais avec le SDIS pour assurer une promotion commune, une mobilisation commune entre les pompiers de Falaise et la ville. Dans ce cadre, on leur laisse une place dans le forum des associations, par exemple, de façon à ce qu'ils puissent assumer et assurer la promotion de l'engagement volontaire. Bien, je mets aux voix cette convention. Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée, je vous remercie. Adhésion à la convention de participation pour la protection sociale complémentaire santé souscrite par le centre de gestion du Calvados, Jacques Lebrun. Pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, à partir du 1er janvier 2026, les collectivités sont obligées de participer à la mutuelle des agents. Donc voilà, on a travaillé sur le sujet. Vous allez faire grâce des quelques premières lignes, les décrets, c'est un peu fastidieux. Je vais commencer la lecture de l'acte vu l'avis favorable à l'unanimité du comité social territorial en date du 5 décembre 2025. Conformément aux dispositions des articles 827.7 et 827.8 du Code général de la fonction publique, les conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime ont décidé de s'associer pour mettre en place des conventions de participation mutualisées dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour les agents des collectivités affiliés ou non affiliés du ressort de chaque centre de gestion. Alors, la convention a prôné à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 6 ans. Donc, nous, on sera proche en cours de route. Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent désormais adhérer à la convention de participation sur délibération de leur assemblée délibérante après consultation de leur comité social territorial. On vous rappelle les caractéristiques du contrat groupe santé avec les différents niveaux. Le contrat groupe mutuelle santé s'adresse aux agents actifs, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public ou privé, aux retraités ainsi qu'à leur ayant droit. La tarification est adaptée par tranche d'âge pour les actifs. Il revient à chaque agent de décider d'adhérer ou non à titre individuel aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. Les montants des cotisations étaient maintenus jusqu'au 31 décembre 2024 hors évolution réglementaire et fiscale et hors revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Puis, en cas de majoration éventuelle, l'augmentation du montant de cotisation est plafonnée à 5% par an. On passe au deuxième volet, c'est la participation financière de l'employeur. L'adhésion à la convention de participation proposée par le centre de gestion est conditionnée au versement d'une participation financière versée aux agents ayant souscrit un contrat avec la MNT. Le montant alloué est identique pour l'ensemble des agents. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour le risque santé, conclue entre le centre de gestion du Calvados et la MNT-MGEN à compter du 1er janvier 2026, d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité, ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque santé. De fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 25 € par agent et par mois à compter du 1er janvier 2026 pour chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention de participation et de la convention d'adhésion. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion à la convention de participation et tout acte en découlant. D'inscrire en budget primitif 2026 au chapitre 012 les crédits nécessaires au versement de la participation financière aux agents. Un petit point sur ce sujet, on a décidé, la loi nous a imposé minimum 15 €
On a décidé d'aller à 25 € pour une raison très simple. On a quand même envie d'inciter les agents qui n'ont pas de mutuelle, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des agents qui n'ont pas de mutuelle, avec tous les problèmes sociaux qui peuvent en découler en cas de pépin. On a décidé d'augmenter un petit peu la participation pour que ça soit réellement incitatif. Et juste pour préciser, parce qu'on dit que c'est aussi pour les retraités, mais là, la collectivité, il n'y a pas de participation pour les agents retraités. Là, c'est entièrement, ils bénéficient malgré tout du montant de la MNT, mais sans participation aucune. Merci. Des questionnements sur cette mutuelle? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 15, dissolution du SPIC, des automates et transfert de l'activité de gestion, d'animation et d'exploitation de la dite collection au sein du service culturel. Cécile de Valérez-Marie. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2221-1 et suivants, R 2221-1 et suivants, d'ailleurs, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L 253-5, par délibération date du 16 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de la collection du musée des automates, sous la forme juridique d'un service public industriel et commercial, plus communément appelé SPIC. Pour rappel, les services publics sont de deux natures, le SPA, le service public administratif avec un régime de droit public, et le SPIC, le service public industriel et commercial avec un régime majoritairement de droit privé. Le caractère industriel et commercial d'un service public est défini soit par la loi, soit par la réunion de trois critères jurisprudentiels, et l'objet CE 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. L'objet du service dans le cadre d'un SPIC du service doit être analogue à celui des activités industrielles et commerciales. Le mode de financement du service dans le cadre d'un SPIC, le service doit tirer l'essentiel de ses ressources, les redevances et prix supportés par les usagers du service en contrepartie de la prestation que ce dernier leur accorde, ce qui suppose que la prestation soit vendue à l'usager à son coût réel ou à un tarif proche de ce coût. Les modalités d'organisation du service, dans le cadre d'un SPIC, le service doit être géré suivant des modalités analogues ou comparables à celles rencontrées dans le secteur privé, industriel et commercial. Aujourd'hui, suite au départ d'un agent du musée des automates, le 30 avril 25, la ville de Falaise a souhaité bénéficier de cette opportunité pour réinterroger l'organisation globale du service culturel de la ville de Falaise. Un diagnostic réalisé en interne a permis d'identifier des dysfonctionnements à la fois organisationnels et humains. Les résultats de cette étude ont été présentés en bureau exécutif, commission culturelle et conseil d'exploitation du SPIC avant l'été, permettant ainsi de valider la nouvelle organisation du service culturel. Dans la continuité de ce projet de réorganisation du service culturel, il est apparu que l'activité de gestion du musée des automates ne réunissait plus les trois critères jurisprudentiels de la définition d'un SPIC pour les raisons suivantes. La baisse du chiffre d'affaires avec une subvention d'équilibre de la ville de 105 367 € prévue au budget politique 2025 en augmentation de 33 000 € par rapport à 2024 afin de tenir compte d'un déficit de 2024 de 18 921 070 € et de l'augmentation générale des charges. Baisse du nombre des salariés, de 3 salariés en 2019 à 1 en 2025, et la faible activité du musée des automates. C'est pourquoi il a été convenu de procéder à la dissolution du SPIC du musée des automates. L'activité de gestion, d'exploitation et d'élimination du musée des automates sera directement intégrée au sein du service culturel de la ville à compter du 1er janvier 2026 et traduite dans le budget principal. La dissolution du SPIC, musée des automates, et le transfert de cette activité au sein du service culturel de la ville à compter du 1er janvier 2026 auront pour conséquence la dissolution du budget annexe du SPIC à la fin de l'exercice 2025 et l'intégration de l'activité de gestion dans lequel le budget principal de la ville a compté du 31 décembre 2025. La reprise de l'actif, du passif et des résultats dans le compte du budget principal de la ville au terme des opérations de liquidation, l'arrêt des comptes du budget annexe du SPIC, musée des automates, au 31 décembre 2025. L'intégration du budget annexe actuellement dédié à ce service dans le budget principal de la ville. L'intégration de l'agent d'accueil du musée des automates dans le tableau des effectifs de la ville.
validation par la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2025, le recrutement d'un nouvel agent au sein du service culturel au 1er janvier 2026, validation par la délibération du conseil municipal du 30 juin 2025. Le CST a été saisi de cette question le 5 décembre 2025 et a rendu un avis favorable. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir accepter la dissolution du SPIC musée des automates et le transfert de l'activité de gestion, exploitation et animation au sein du service culturel de la ville de Falaise à compter du 1er janvier 2026, prendre acte que le transfert de cette activité entraîne l'intégration d'une personne travaillant à temps complet dans les effectifs de la ville de Falaise, conformément à l'article L. 1224-3 du Code du travail, constater le caractère administratif de la gestion, de l'exploitation et de l'animation du musée des automates, autoriser M. le maire ou son représentant à procéder à toutes les opérations afférentes à la mise en œuvre du transfert de l'activité de gestion, exploitation et animation de la collection du musée des automates au sein du service culturel à compter du 1er janvier 2026, et ce conformément à la réglementation en vigueur, décider la clôture du budget annexe musée des automates au terme de l'exercice comptable 2025, intégrer l'ensemble des résultats comptables 2025 du budget annexe du musée des automates au budget principal 2026 de la ville, autoriser le comptable public à procéder à l'intégration des comptes et des immobilisations du budget annexe du musée des automates dans le budget principal de la ville, et donc pour finir autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à la délibération. Merci Cécile. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Madame Devel. Oui. Monsieur le maire, qui veut tuer son chien, dit qu'il a la rage. Par cette délibération, qui pourrait paraître anodine, puisqu'en effet, comme ça vient d'être expliqué, il n'y a plus qu'un agent dans ce SPIC, en réalité, elle masque un changement stratégique lourd de conséquences. La réorganisation des services culturels, le déplacement de l'accueil du forum vers le musée des automates, combiné à la volonté de transformer cet espace déjà exigu en tiers-lieu culturel, aux côtés d'une microfolie qui n'a pas les mêmes objectifs qu'un musée, prépare de fait l'affaiblissement du musée des automates. Le choix politique que vous prenez à 3 mois d'un renouvellement municipal en réorganisant l'ensemble des services culturels a de nombreuses conséquences. D'abord, vous faites le choix de fermer la billetterie de la saison culturelle à l'accueil du forum théâtre en journée pour le transférer à l'accueil de votre nouveau tiers-lieu culturel. Je me rappelle qu'à l'époque, on en a échangé, quand les travaux dans l'accueil du forum avaient été réalisés, c'était pour renforcer l'image du forum et l'image du forum théâtre dans ce lieu. Ensuite, vous avez donc réorganisé déjà, puisque les espaces du musée et de la microfolie, même si on est assez d'accord sur le Fab Lab, le fait d'être dans le nouvel espace qui était consacré à l'accueil de groupe, vous avez par contre réalisé une réorganisation de ces espaces en faisant complètement abstraction de la scénographie initiale du musée qui intégrait la boutique. Pour rappel, cette boutique qui était scénographiée, originale, soignée, qui avait à une époque un chiffre d'affaires entre 22 000 et 30 000 euros, avait même été qualifiée par l'audit du département comme une des plus jolies et originales des boutiques de musées du département. Le SAS initial qui avait été conçu volontairement par Pierre Sabria pour ralentir la progression du visiteur du rêve des automates à la réalité plus commerciale. Aujourd'hui, ce SAS n'existe plus, la boutique a été transférée, est devenue minimaliste. Les nouvelles couleurs appliquées ne respectent pas le code des années 40-50, alors certes, c'est une couleur tendance aujourd'hui, mais qui ne correspond pas du tout à l'unité et à l'époque ciblée, ni à l'image des automates. C'est encore une fois un choix qui a été réalisé, mais qui, pour moi, ne va pas dans le sens d'une redynamisation de ce musée. Enfin, comme on l'a déjà évoqué en SPIC, on l'a déjà évoqué en comité du personnel, les objectifs entre un musée à vocation touristique et un tiers-lieu à vocation culturelle ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, parmi les premières décisions, vous décidez de fermer ce musée le dimanche. Et donc, on trouve ça dommage dans un musée à vocation touristique. Votre avis. Merci de cette déclaration surprenante, puisque je crois que ça a été voté par vos collègues. Alors, il y a eu une vote en commission culture.
Et vous savez très bien comment ça se passe. Monsieur Gauthier, vous avez été dans l'opposition, vous savez comment ça se passe. Mais Dans les commissions. je commence une phrase et vous Non, m'interrompez. parce que Je vous ai je pas vous interrompu. avez sur l'opposition. Oui, parce que je trouve quand même, s'il y avait des remarques sur le fond, je sais qu'il n'y a pas eu de vote en commission, mais s'il y a des remarques sur le fond, la moindre des choses, c'est quand même de dire j'émets des réserves. Voilà. Après que vos représentants, lors de la réunion, soient passés au travers, ça peut arriver, c'est pas grave. Non, Mais la présentation n'est pas la même. Madame, Vous savez très laissez-moi bien. terminer, s'il vous plaît. Arrêtez de m'interrompre. Ça aurait été bien que au moins les représentants de votre groupe émettent des réserves sur le projet sur lequel le SPIC travaille depuis, c'est pas quelque chose de récent, hein, ça fait au moins 1 an qu'on est dessus. Et là, tout d'un coup, on surplace. Je m'attendais, il n'y a pas de surprise, vu votre vote l'autre jour en CST, on se doutait que vous alliez faire changer d'avis votre groupe et vous opposer à ce projet. Mais je reprends les éléments et puis Patrick Smotin vous pourra intervenir plus tard. Sur la billetterie, oui, il y a une réelle volonté d'optimiser la billetterie du forum. Aujourd'hui, on a un seul agent qui s'occupe de la billetterie du forum et elle n'a pas des horaires extensibles, elle a des conditions de travail à respecter et on a besoin d'élargir la possibilité pour le public d'acquérir des billets pour la saison culturelle le samedi après-midi et le soir et à des moments où actuellement le forum est fermé. Donc l'une des raisons de fusionner les billetteries et de transférer la billetterie en journée au musée des automates, c'est justement pour élargir la capacité de vente de la billetterie du forum. Après, comme ça vous a été dit l'autre jour et comme ça a été dit lors du SPIC, j'imagine, c'est que les soirs de spectacle, bien évidemment, la billetterie du forum sera ouverte pour les ventes de dernière minute. Alors, au forum, bien sûr. Alors, bien évidemment, ça peut interroger, et moi qui travaille dans le tourisme, ça m'interroge aussi. Mais quand j'ai un outil qui tombe à 16 000 visiteurs, quand tous les ans on met plus de 100 000 € sur la table pour équilibrer, quand on a des problématiques de maintenance et qu'il faut tous les ans mettre à minima 15 000 € sans réparer, 15 000 c'est vraiment pour essayer de s'en sortir sur une muséo qui est périmée, qui est dépassée, il faut se poser des questions. Là aujourd'hui, cette proposition, elle permet de se donner du temps pour voir ce qu'on va faire de cette collection. Moi, vous dites tout à l'heure en ouverture, oui, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, ou un truc dans ce style-là. Pour vous qui m'a un peu surpris, vous m'avez pris un peu à froid là-dessus. Mais peut-être, et je le dis clairement, ça n'engage que moi, ça n'engage pas la majorité, mais peut-être que le musée des automates est amené à fermer. Peut-être. Je ne sais pas aujourd'hui. Il va falloir, ce sera l'une des missions du prochain mandat, c'est que les élus qui seront là devront prendre des décisions. Est-ce qu'on continue à mettre 100 000 € tous les ans sur un musée qui fait 16 000, qui fera peut-être demain 14 000 ou 12 000 ce sera un vrai choix. Je suis sûr qu'avec ce que vous êtes en train de faire, ça va baisser. C'est comme les services publics. Ah non, parce que j'ai eu des chiffres, on est autour des 15 000. C'est un musée qui doit être autour des 15 000. Et le but de ce musée, j'ai eu les chiffres. J'ai eu les chiffres. Et c'est un musée qui aussi est positionné pas à côté du château de Guillaume, ce qui est intéressant, pour que le touriste aussi puisse visiter la ville. Et l'idée, non mais parce que ça fait 35 ans, il n'y a pas eu non plus d'investissement dans ce musée. D'accord ? Donc l'idée c'est de se dire, on a quand même une collection musée de France, une collection qui appartient aussi au département. Il y a encore dans le garage, il y a une partie de cette collection qui n'est pas exploitée. Parce que à une époque, voilà, il n'y avait pas les moyens pour pouvoir l'exploiter à ce moment-là. Donc il y a encore une autre collection qui est dans le garage, qui pourrait peut-être aussi être exploitée. Il y a peut-être des choses à faire suite à l'étude. Il y avait des propositions. Alors déjà, je pense que la vidéo d'accueil, elle est dépassée. Je pense que donc il y a sans doute des choses à penser pour redynamiser le musée. Mais là, ce que je dis, c'est juste que votre vocation, c'est de faire un tiers-lieu culturel. Alors de développer des tiers-lieux culturels, pourquoi pas? Mais je veux dire, c'est pas du tout la même chose qu'un musée. C'est pas les mêmes objectifs. Et donc, c'est des musées qui restent autour des 15, 20 000, allez, 20 000 peut-être maximum si on met les moyens de le redynamiser.
On ne sera plus la première année, on m'a dit qu'on était à 60 000 la première année, mais c'est comme tout, ça diminue. L'objectif de ces musées-là, c'était autour des 20 000 visiteurs. Là, aujourd'hui, on est à 15-16 000. C'est la fréquentation moyenne sur ce musée-là. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour redynamiser. On avait parlé éventuellement de faire un point avec les robots. Le Fab Lab, ça fait du lien avec le robot. Mais si on transforme ce lieu en lieu culturel, tu le sais, Cécile, c'est pas la même chose qu'un lieu touristique. Alors après, c'est votre objectif et il y a voilà, chacun ses choix. Mais c'est pas la même chose qu'un musée. Et en effet, cette boutique aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la boutique d'autrefois. Mais les chiffres de la boutique, ils sont liés à la fréquentation. À partir du moment où vous avez une fréquentation qui est en baisse, vous avez une ouverture une chiffre d'affaires boutique qui baisse. C'est logique. On aurait pu aussi la redynamiser. La boutique. Voilà. Vous savez ce que je vous propose? J'aimerais bien pouvoir en placer une. Et pouvoir développer un argument ou deux phrases. Ça devient un peu pénible ce monologue. Et si vous avez des propositions à faire, on est en campagne électorale, vous êtes en campagne électorale, faites des propositions sur la redynamisation du musée des automates. Allez-y. Si vous avez, je vois que vous avez plein d'idées, Moi, je fais le constat que malgré les initiatives qui ont été prises de promotion, de gratuité ou autre, on est sur une tendance baissière et c'est normal. C'est normal, le produit ne rencontre plus sa cible. Donc quoi que vous ferez, c'est un musée qui est amené à mourir. La question est de savoir est-ce qu'on le tient. La question est de savoir est-ce qu'on lui tient la tête hors de l'eau en mettant de l'argent public tous les ans. On a réussi à optimiser grâce à des réorientations de masse salariale, parce que c'est la masse salariale qui porte beaucoup sur ce musée. On a réussi, en mutualisant des postes ou autres, à alléger un maximum pour que le coût pour la collectivité soit faible. Mais sinon, on pourrait être à 150 000 € à mettre tous les ans pour éponger le déficit du musée des automates. Est-ce que c'est le rôle de la collectivité de porter à bout de bras un équipement touristique qui ne rencontre pas ce public, qui avec 150 000 € par an? C'est un choix. Moi, mettre 150 000 € sur un établissement touristique qui accueille 80 000 personnes, qui fait rayonner la ville, moi, c'est logique. Là, sur un équipement comme celui-là, où les retours clients ne sont pas bons, parce que le rapport qualité-prix est trop élevé, et c'est pour ça que la libération qui suit de mémoire, on va vous proposer une nouvelle tarification qui a été validée par vos colistiers, mais c'est vraiment un vrai sujet stratégique. C'est votre avis, moi je ne le partage pas. Moi honnêtement, je pense, mais ça n'engage que moi, ça n'engage pas la majorité municipale. Je pense que moi, dans 5 ans, le musée n'existe plus sous sa forme actuelle. Oui, parce que et donc on verra. Vous avez entraîné la mort de ce musée. Non. Mais regardez les chiffres, regardez les chiffres du musée des automates sur ces 15 dernières années. On est sur tes 15 000 fréquentations. Et demandez aux Falaisiens, J'ai des chiffres qu'on m'a transmis par... Mais on les connaît les chiffres, ils sont sur une tendance basse depuis quelques années, ils ne remontent pas. Ils ne remontent pas. Si, on a eu un léger repli l'année dernière, parce qu'on a fait la gratuité au mois de décembre. Quand c'est gratuit, les gens viennent. Bah oui, c'est gratuit. Sauf que l'intérêt d'un équipement touristique, c'est pas simplement... c'est pas un puits sans fond. Et vous connaissez, il y a quasiment personne, même quand on regarde la fréquentation en termes de groupe, il y a quasiment personne qui vient à Falaise pour le musée des automates. Le fait de dire les gens viennent au château et vous musée des automates, c'est pas vrai, Parce qu'il faut dans une politique touristique aussi inciter les gens à aller parcourir la ville. Eh bien, ce que je vous propose, et on va finir là-dessus, ce que je vous propose, c'est que vous faites un plan d'action pour développer le musée des automates dans le projet Agir pour Falaise, et puis on verra ce que les Falaisiens en pensent. Mais moi, je refuse de mettre plus de 100 000 € sans compter. C'est pas le de la campagne. Non, parce qu'on ne va pas décider de la stratégie touristique de l'équipement du musée des automates ce soir, l'occasion de ce débat. C'est un débat que vous auriez pu avoir en commission si les membres de votre groupe étaient intervenus sur ce sujet. Ce qui permet de faire la transition pour Madame Bonsoir à tous. Juste pour vous dire que la première commission qui a eu lieu où le projet a été présenté, la commission avait lieu à 17h15. Valérie n'a pas pu être là à 17h15. Et oui, bon, vous avez commencé par ça et on n'était pas là ce soir-là à 7h15. Voilà. D'habitude, c'est toujours possible. Vous êtes deux normalement. Vous êtes deux à la commission. La première. Et Béatrice n'était pas là? Non, j'étais pas là à 7h. Mais il y a un moment, alors ça, moi je veux bien tout entendre, mais vous avez. Mais on l'a. Je sais que on l'a dit. Non, mais Madame Devette, s'il vous plaît. Attendez, juste, Monsieur Fautori, j'ai des colistiers
vous savez très bien, vous avez tellement d'oppositions qui travaillent, qui sont bénévoles, qui essaient d'être présents dans les commissions. On fait ce qu'on peut pour être présent dans les commissions. Donc c'est facile de dire, ah bah oui, mais vous étiez deux, vous n'étiez pas là. Ça, c'est un peu trop facile. Alors, vous savez comment ça se passait puisque vous avez été dans ce cas-là. Oui, Madame Devel, jamais, on était moins nombreux que vous, et on était présents dans toutes les commissions. Il y avait toujours un représentant de l'opposition dans les commissions. Alors, et dans ce cas-là, quand on n'a pas les informations, eh bien, vous avez la possibilité, vous avez le droit d'être absent. Ben, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on se renseigne, et c'est votre rôle, si vous exercez votre rôle de contrôle et de proposition à la commission, ben vous prenez rendez-vous avec l'élu en disant on n'a pas pu être là pour raison X ou Y qui sont recevables et acceptables, parce que tout le monde travaille. Nous, à l'époque, le groupe travaillait quasiment tout le monde travaillait. Et dans ce cas-là, quand on avait des choses où on voyait sur le compte rendu ou autre qui nous interpellaient, on prenait rendez-vous avec l'élu de l'époque en disant là sur ce point-là, on a un point à discuter. Moi, je veux pas entendre le fait on n'est pas là donc on peut pas dire. Non, mais j'ai transmis quand même des observations en SPIC sur mes interrogations sur le projet. Je l'ai dit en commission technique il y a déjà 6 mois quand on a présenté le premier projet. Je vous ai interrogé sur le projet politique. Je l'ai redit en commission du personnel, on ne peut pas dire qu'on n'a pas évoqué le sujet. Voilà. Et je dis pas qu'on n'a pas évoqué le Non, sujet. mais ça c'est l'argument de dire on n'est pas là. C'est C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà. Bref. Donc on a des accords politiques sur ce point-là. C'est pas grave, c'est pas la première fois, c'est peut-être la dernière fois, parce qu'on arrive au bout. Mais voilà, nous on mesure réellement l'intérêt de mutualiser les ressources pour permettre aux multi-automates de poursuivre encore un petit peu sa vie et d'offrir des services supplémentaires en termes d'élargir l'offre de billetterie par rapport à la saison culturelle en élargissant les phases de vente et en créant un lieu dynamique, puisque l'avantage d'avoir mis le Fab Lab de ce côté-là et la partie de la microfolie, c'est que ça génère du trafic. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un musée qui était chauffé, où il y avait du personnel, où il n'y avait personne, hormis certaines tranches, et bien là, on a un musée qui vit. Et je ne serais pas surpris, contrairement à ce que vous dites, mais ça, on mesurera dans le temps, que le chiffre d'affaires boutique ne se redresse pas. Peut-être, on verra. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Mais par contre, de fait, ce sera un vrai sujet que devront s'emparer les futurs élus de la prochaine mandature, parce que ça peut être un choix politique. Hein. On peut se dire, on fait un chèque tous les ans, mais il y a plein d'infrastructures touristiques dans le département du Calvados qui ont existé et qui aujourd'hui n'existent plus. Parce que le produit ne répond plus à l'attente des visiteurs. Et soit la collectivité elle est prête à mettre des sommes pour boucher les trous, soit elle dit bah non, on arrête. Et je vous dis, il y a un point qu'on n'a pas évoqué ou très peu, c'est l'investissement sur les automates, sur la maintenance. Les automates dont vous parlez qui sont dans le garage, la plupart ne fonctionnent plus. Parce que voilà, il y a un coût, le savoir-faire n'existe quasiment plus. Il y a très peu de personnes qui sont en capacité d'assurer la maintenance. Et je crois que c'est 15 000 €, mais en général, hein, quand on fait des phases de... voilà, ça coûte cher. Donc c'est une vraie question qui va être tranchée ce soir. Hein. Peut-être que la prochaine équipe dira, bah si, on va... peut-être que l'équipe sortante dira, bah tout qu'on fait, on va réinvestir, on est prêt à mettre de l'argent sur le pot, peut-être. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu ce soir. Après, je demande d'être convaincu, hein. Peut-être que... Voilà. Merci pour cet échange, en tout cas, Madame Devel. Je mets au voie cette délibération. Donc, qui est contre? Donc, toute l'opposition est contre. Donc, 7. Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Modification des tarifs d'utilisation des automates. Cécile. Alors, pour continuer notre redynamisation du musée des tomates, contrairement à ce qui vient d'être dit, je suis assez fâchée de ce que je viens d'entendre, franchement, parce que je trouve qu'on se voit assez souvent, juste pour le dire, on se voit assez souvent, notamment avec Béatrice, et j'aurais pu m'interpeller, voilà, mais bon, je note, en tout cas. Et pour la question du dimanche, c'est important de le dire, le dimanche, c'est la journée où il y a le moins de personnes. Donc c'est pour ça aussi qu'on ferme le dimanche, justement pour mettre en place un système au niveau du personnel, d'avoir le plus longtemps d'horaire d'ouverture pour pouvoir justement laisser ce musée des automates ouvert le plus souvent. Bref,
dans le cadre du projet de réorganisation du service culturel visant à accompagner la pratique culturelle des Falaisiens et à redynamiser la fréquentation du musée des automates, un audit interne a été réalisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce dernier a notamment mis en évidence que le parcours de visite proposé au musée n'est plus en adéquation avec les tarifs pratiqués. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une nouvelle grille tarifaire ce soir, qui a été soumise à l'avis de la commission culturelle du 19 novembre. Donc, en simplifiant les tarifs et en les diminuant, notamment pour la partie pour les adultes et les enfants de moins de 12 ans. Donc, pour les adultes, un tarif, on passe à 5 € par adulte. Et pour les enfants de moins de 12 ans, on a toujours bien entendu la gratuité. Les autres tarifs ont aussi été diminués pour les petites entreprises adultes et pour les petites entreprises enfants, le tarif passe directement à 3 €. Le pass famille passe à 15 €. Le pass enfant complémentaire à 3 €, adulte aussi. Groupe adulte, groupe enfant, groupe réduit passe à 4 €. Groupe accompagnant gratuit. L'atelier pédagogique avec accès au musée de 6 € passe à 3 et l'atelier accompagnant reste gratuit. Il est donc ainsi demandé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs du musée des automates et de valider leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Merci Cécile. Des questions, Madame Devel? Sur la politique tarifaire, on n'est pas contre cette politique tarifaire et ces changements, comme ça a été objectif. Ça marche, Sophie. Merci. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 17. Convention entre l'Odia Normandie, la ville de Falaise et le conseil technique. Cécile Levaguerès-Marie. Alors là, il s'agit d'investissements, notamment pour l'éclairage au niveau du forum. Il faut savoir qu'on va passer tout l'éclairage et tous les projecteurs du forum en LED. C'est pas loin de 150 projecteurs, hein, donc ça fait une somme quand même assez conséquente. Et avant de mettre en place cet achat, on voudrait passer une convention avec l'Odia Normandie. Alors l'Odia Normandie, c'est un conseiller technique, c'est aussi un conseiller en formation, et notamment sur les évolutions, les expériences. Donc c'est eux qui vont nous conseiller pour mettre en place cet achat. Et donc ce qu'on vous demande aussi ce soir, c'est d'approuver cette demande. Donc aucun coût financier n'impactera la Ligue pour ce partenariat. Hein. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de la convention joint en annexe 7 entre l'Odia Normandie, qui est une agence régionale, je le rappelle, et la ville de Falaise, pour conseil technique au Forum Théâtre de Falaise, d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer la convention et tout document se rapportant à la délibération. Merci Cécile. Est-ce qu'il y a des questionnements sur cette convention? Non, je la mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 18, renouvellement de la convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local du domaine public communal à l'association Adultus. Cécile Levaguerès-Marie. Alors oui, c'est tout simplement une mise à disposition gracieuse à une association qui a déjà eu cette mise à disposition pour le coup. Donc la ville de Falaise accompagne depuis 2024 cette association. C'est un local du domaine public communal situé dans l'espace Foch, à l'ancienne école maternelle de Foch, tous les jeudis de 18h45 à 20h30 en période scolaire. Donc cette convention est arrivée à expiration, donc il vous est proposé de renouveler cette mise à disposition dans les mêmes conditions, celle-ci étant consentie à titre gracieux avec prise en charge des flux par la ville de Falaise. Elle est jointe en annexe 8, sera conclue pour une durée d'1 an, renouvelable de façon expresse pour la même période et par avenant dans la limite des 2 renouvellements. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette mise à disposition gracieuse d'un local du domaine public communal situé dans l'espace Foch pour l'association Adultus et d'approuver le projet de convention de mise à disposition par la ville de Falaise de ce local au profit de l'association Adultus selon les modalités mentionnées dans le projet de convention en annexe du présent rapport et autoriser M. le maire, son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questionnements? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 19, candidature de la ville de Falaise au label Patrimoine de la Reconstruction. Grégoire Lagorne. Bonsoir à tous.
Consciente des atouts de son patrimoine de la reconstruction et de la nécessité de le mettre davantage en valeur, la région Normandie a lancé le label Patrimoine de la reconstruction Normandie. Ce label récompense depuis juillet 2019 les PIB qui agissent sur un patrimoine partagé par l'ensemble de notre territoire, héritage d'un renouveau après les combats destructeurs de la Seconde Guerre mondiale. Préservé par la mise en place d'outils d'urbanisme décryptés pour les habitants et les touristes dans toutes ses particularités et ses richesses, il apparaît désormais comme un véritable atout et devient un levier d'attractivité. Les priorités de ces labels sont les suivantes: valoriser et faire connaître ce patrimoine auprès des habitants mais également des touristes, préserver, entretenir, adapter et rénover, rénovation thermique, mise aux normes, adaptation au mode de vie actuel, accessibilité par exemple, respecter l'identité et l'architecture originelle de ces bâtiments et quartiers. Par cette initiative, la région Normandie œuvre à rapprocher les lauréates et candidates au sein du réseau Label, favorisant ainsi un partage d'expérience et une meilleure prise en compte de ce patrimoine. Attachée à sa connaissance et à sa préservation, elle n'oublie cependant pas qu'il doit répondre aux grands enjeux du bâti d'aujourd'hui et de demain, et accompagne les travaux effectués au sein des copropriétés des villes labellisées, par un dispositif financier adapté. Le label dispose d'un référentiel de 14 engagements répartis sur 4 thématiques. La première, appréciation qualitative, qualité et esthétique originelle de l'ensemble. La seconde, appréciation de l'état actuel, état d'entretien et action engagée. La troisième, appréciation sociale, sur la connaissance, la médiation et la valorisation de l'histoire de ce bâti. Et puis la quatrième, l'engagement de la collectivité sur un programme d'action. La ville de Falaise est donc engagée depuis plusieurs années dans une démarche de connaissance et de mise en valeur de ce patrimoine de la construction. Et afin d'aller le plus loin possible dans cette démarche, elle a décidé, comme vous le savez, l'année dernière, de recruter une doctorante diplômée en architecture afin de mieux maîtriser les enjeux liés à ce patrimoine, à son architecture et de mettre en perspective des principes d'habitabilité actuelle et des enjeux de rénovation énergétique. Ces travaux de recherche ont débuté en décembre 2024 et devront permettre d'identifier le périmètre proposé dans le cadre de cette candidature ainsi que les actions à intégrer dans le dossier. Nous avons pour objectif de déposer le dossier de candidature en janvier prochain et afin d'envisager une labellisation officielle courant de l'année 2026. Le délai est peut-être un peu plus long parce que la région Normandie met du temps à instruire les dossiers. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la démarche de candidature à la proposée par la région Normandie, d'autoriser M. le maire à déposer ce dossier de candidature auprès de la région et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette candidature. Merci. Est-ce qu'il y a des questionnements sur cette... Donc c'est l'aboutissement un peu d'un travail sur lequel on travaille depuis quelques temps déjà. Non, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération au renouvellement de la convention triennale du forfait de participation de la vie à l'école Trinité. C'est une convention qui arrive à échéance du 31 décembre et il convient de la reprendre. C'est la convention qui nous permet d'organiser le financement public de l'institution Trinité pour les élèves falaisiens qui la fréquentent. Donc elle réaffirme un certain nombre de modalités d'application qui sont dans la loi, donc il n'y a rien de particulier. Je vous rappelle comment ça fonctionne. On calcule le prix de revient d'un enfant de maternelle publique, on calcule le prix de revient d'un enfant d'école élémentaire publique, et au 30 septembre de chaque année, on fait le point du nombre d'enfants maternels ayant des parents falaisiens et fréquentant l'institution de Trinité. Il y a la même chose pour les élèves élémentaires, et on fait deux multiplications, puis une addition, et on verse 50% en début d'année et 50% après le vote du budget au printemps. Voilà, donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, de renouveler cette convention, de l'approuver pour permettre la participation financière de la ville auprès de l'école Trinité, d'autoriser M. le maire ou son représentant ainsi la convention avec cela présent les conditions de financement de la participation communale à l'école Trinité, d'inscrire les dépenses budgétaires sur la durée de la convention, sauf dénonciation anticipée, sont exclus de ces financements. Je n'ai pas vu, mais tout ce qui est dépenses d'investissement, les classes découvertes, toutes ces choses-là, les frais de périscolaire, les frais de cantine, n'entrent pas en ligne de compte. On est vraiment sur les frais de fonctionnement, le chauffage, le personnel de nettoyage, les ADSEM. Voilà. C'est des questions? Non, mais juste dire que je participerai pas. Oui, Béatrice Martin ne participe pas au vote. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient.
1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Vous voulez les noms ou pas Relevez les mains. Sandrine Petit, Dominique Jonquet, Bénédicte Lebailly, Bruno Boulier, Dimitri Gauvin, non, Bastien Richard et Véronique Néret. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération numéro 21. Appel à manifestation d'intérêt public, création de terrain de paddle. Fabrice Racia. Bonsoir à tous. Considérant que la ville de Falaise a fait de la politique sportive un de ses axes de travail majeur pour accompagner, développer et soutenir les clubs de sport, elle peut être qualifiée d'intérêt général. Vu les équipements sportifs en gestion directe et les investissements réalisés pour maintenir les bâtiments en état d'usage, vu le besoin identifié et l'engouement, notamment par le club de tennis pour la pratique du paddle par les Falaisiens, la ville de Falaise a décidé de mettre à profit ce patrimoine public en permettant à des installateurs et exploitants d'équipements de valoriser une structure de paddle au stade municipal de Guibray, route de Livaro à Falaise. Conformément à l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant d'une occupation temporaire de domaine public appartenant à une collectivité publique, la ville de Falaise a lancé un appel à manifestation d'intérêt du 1er juillet au 18 août 2025 pour l'installation de 2 pistes de paddle situées sur la parcelle BI 149 en intégrant l'animation sportive de la ville et le tissu local sportif. 3 entreprises ont répondu à l'AMI. La société JAR, la société Sopadel et la société ISIS Padel. Selon l'analyse de la CAO du 15 octobre 2025, la société ISIS Padel a obtenu la première position dans le classement des offres. Elle a proposé une offre dont l'intérêt de la vie sportive locale est intégré dans le montage du projet. Ainsi, les Falaisiens pourront pratiquer le padel à des prix attractifs et le club de tennis pourra accroître ses ambitions de développement sans impact financier pour la collectivité. Pour la réalisation de ce projet, la société ISIS Padel et la ville de Falaise ont convenu de conclure un bail amphithéotique administratif constitutif de droit réel. La possibilité de conclure un bail amphithéotique administratif pour les personnes publiques est prévue à l'article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Le développement de la pratique sportive et notamment de sports innovants constitue une opération d'intérêt général et les collectivités sont compétentes en la matière. Les principales caractéristiques du BEA proposées sont les suivantes. Donc un BEA sur un BEA de 25 ans. La construction d'un équipement semi-couvert au-dessus des 2 pistes de paddle en gestion autonome. À l'issue du bail, l'équipement deviendra propriété de la ville de Falaise. Donc aujourd'hui, ce bâtiment a une durabilité de 50 ans. Une redevance annuelle de 1 000 € et 10% de marge d'exploitation à partir de la 5e année de fonctionnement à destination de la ville de Falaise. Tous les frais engendrés par cet acte et les dépenses associées, frais de notaire, publicité, etc., seront pris en charge par l'ISIS Padel. Le projet de promesse synalagmatique de BEA a signé avec le ISIS Padel est annexé vous verrez en annexe 10. Il demande au conseil municipal de bien vouloir confier à la société ISIS Padel et ses partenaires investisseurs la construction des 2 pistes de paddle sur la parcelle BI 149, stade de Guibray, route de Livaro, à Falaise. Autoriser M. Bière ou son représentant à signer avec la société ISIS Padel une promesse, puis un bail amphithéotique administratif d'une durée de 25 ans, constitutif de droit réel, pour la construction d'un équipement de 2 pistes de paddle après avoir purgé tout recours au stade de Guibray, route de Livaro à Falaise, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Noël. Oui, alors nous sommes appelés à engager la ville de Falaise pour 25 ans via un bail amphithéotique administratif avec la société ISIS Padel. Alors tout d'abord, nous partageons le fait qu'il est essentiel d'avoir une proposition d'activité de paddle sur le territoire pour éviter la fuite comme c'est actuellement à Argentan ou éventuellement à Vercors.
Cependant, je trouve regrettable qu'aucune discussion n'ait eu lieu en conseil municipal pour lancer l'appel à la manifestation d'intérêt. C'est un projet important qui doit être partagé et débattu. Or, vous avez validé ce projet sans qu'aucune délibération préalable ne soit soumise au conseil municipal. Alors, potentiellement, juridiquement, vous aviez le droit, par le biais d'une délibération de commission d'appel d'offres, mais je pense que sur un sujet aussi important et pour être totalement transparent, vous auriez pu faire voter l'appel à manifestation d'intérêt en conseil de juin, puisqu'on en a discuté avec Fabrice. Fabrice m'a dit un mot en fin juin pour me dire qu'il allait avoir en fin d'année le lancement d'un appel à projet de manifestation d'intérêt, et au final il a été lancé dès juillet. Et c'est vrai que si vous vouliez lancer le projet dès cet été, on aurait pu débattre de cet appel à manifestation d'intérêt en juin. Et puis également, alors d'habitude, dans la pratique sur les AMI, quand vous êtes contacté par une société, notamment là c'était la société venant du Sud, je ne sais pas si c'était cette société-là, mais il faut l'indiquer dans l'AMI. Quand on lance un AMI, c'est souvent parce qu'on a été contacté par des sociétés et qu'on l'ouvre à la concurrence. Et donc c'est vrai qu'on aurait pu en débattre parce que c'est un sujet finalement où on se rejoint. D'ailleurs l'emplacement, c'était l'emplacement qu'éventuellement on avait proposé également. Donc on aurait pu en discuter. Donc aujourd'hui vous avez choisi cette entreprise qui est basée à Marseille, qui annonce porter déjà sur son site internet 20 sites similaires. Falaise étant déjà sur le site internet, répertorié. En consultant ce site, une très large majorité de ces projets semblent n'être qu'au stade d'accord ou même de pré-annonce, comme c'est le cas aujourd'hui sur Falaise. Ça interroge donc sur son expérience réelle dans l'exploitation de ce type d'équipement, sa connaissance des spécificités locales, sa capacité à tisser un lien durable avec les associations sportives locales, son approche du sport scolaire, sa pérennité économique. De là, il y a plusieurs questions qui restent, qui nous viennent à l'esprit. C'est une entreprise très jeune qui vient d'être créée. Que se passera-t-il si cette société n'existe plus dans 5 ou 10 ans? Quelle garantie financière réelle protège la ville en cas de faillite, alors que nous immobilisons un espace public pour un quart de siècle? Et puis, il y a aussi des questions sur le fond qui sont liées à ce projet de 2 terrains de paddle semi-couverts sans vestiaire. Est-ce bien en adéquation avec les besoins réels du territoire? La localisation, qui est très proche des habitations, exige des garanties sur les nuisances sonores. Quel engagement en matière de lutte contre le bruit et l'adaptation d'horaires seront imposés à l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu une étude acoustique qui a été transmise au dossier, ce dossier? Parce qu'on a commencé à étudier les situations, notamment dans le sud de la France, il commence à y avoir de la jurisprudence sur des décisions liées à du semi-couvert, notamment quand il y a des riverains, parce qu'il y a le bruit de la balle, il y a aussi le bruit des participants et des joueurs de paddle. Et donc voilà, c'est juste des interrogations que nous avons par rapport à ces terrains, étant donné qu'il y a quelques habitations à côté de ce futur lieu. Est-ce que vous avez eu déjà des études acoustiques? En tout cas, je pense que ce sera un élément déterminant pour la suite. Et enfin, tout comme vous, on a été contacté par des porteurs de projets pour un projet privé avec plusieurs terrains de paddle, qui correspondrait, je pense, aussi à la demande du territoire. Donc cette précipitation nous interroge et je pense qu'il est urgent de ne pas se précipiter sur un sujet aussi important. En tout cas, il y a encore des questions qui restent sans réponse aujourd'hui de notre côté. Nous nous abstiendrons sur ce sujet. Sur 2-3 éléments de réponse. D'une part, ce projet ne vient pas de nulle part, puisque cette deuxième partie il était en priorité 4 de mémoire sur les priorités sportives du mandat. C'est vrai qu'on ne pensait pas au départ être en capacité de sortir là, parce qu'on était parti sur les premiers projets qui avaient été travaillés avec le club notamment, sur un projet porté par la ville, avec un investissement qui n'était pas possible pour nous. Et quand cette société est arrivée avant l'été en disant nous on a un modèle économique où on peut financer le paddle et la construction, ça a changé un petit peu la donne. D'où cette AMI. Cette AMI a été discutée et présentée en commission sport, elle a été vue et discutée en CAO. Pas en juin.
Non, pas en juin, mais Non, j'ai fait un mail aux participants de la commission sport tout début juillet pour les avertir qu'il y aurait une AMI qui sera faite cet été. Donc, ouais. Je te renverrai le mail, Clara. Et en commission, ça a été vu en commission sport à l'automne. Et en CAO, bien évidemment, parce que c'est la procédure. L'étude concernant le bruit, elle a lieu demain. Et donc c'est un préalable. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats, c'est là qu'on verra exactement soit le positionnement, soit les aménagements complémentaires, soit l'ajournement du projet si franchement il y avait des problématiques de bruit manifestes. C'est une condition suspensive dans le BEA, donc c'est écrit dans la page 12, je crois, de l'annexe que vous avez pour l'étude de bruit, qui a lieu demain. Donc ils ont déjà étudié le site. Donc il y a des nouvelles vitres qui existent, qui divisent le bruit par deux, plus il y aura sûrement des panneaux contre le bruit, voilà, qui a un petit bruit. Et demain, l'étude sera faite demain. Donc il y a aussi des panneaux photovoltaïques, hein, c'est ça? C'est comme Non, ça qu'ils se financent? non. Et alors ils se financent comment? Avec juste l'utilisation Ouais. C'est un mode de financement. Aujourd'hui, avec une location de 4 heures par jour, ils arrivent à amortir leur projet de piste, puisque c'est un service complètement autonome. Et par rapport à la météo normande, c'est celui couvert, donc il y a un toit dessus. Ouais. Donc ils ont un certain nombre de projets en France, comme je disais, il y a Falaise déjà sur la carte, puisqu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps sur une carte de cette société-là. Ils ont 5 dossiers qui sortent, là-dedans un pas loin d'Auxerre, bon, la météo un peu différente de la nôtre, mais pas beaucoup. Donc eux, principalement, ils font des semi-couverts. Donc leur modèle économique, c'est 4 heures de fonctionnement. Ils amortissent leur projet. Et donc pour compléter ce que tu disais par rapport au milieu scolaire et au milieu du club, donc c'est une société qui va offrir des heures à la collectivité, qui va offrir des heures au club de tennis pour développer des clubs de padel. Donc je dirais que c'est sur ce qu'on a vu au niveau de la CAO, tu as pu recevoir le compte rendu de la commission CAO. Et donc, ils ont inclus un certain nombre de points par rapport justement à l'intégration du padel dans la ville de Falaise. Quoi. Et au niveau tarif, c'est vraiment très abordable, donc ils ont mis un certain nombre de points par rapport à ça. Et en complément, par rapport à un point que vous souleviez, la durée de 25 ans, bon, ça c'est le modèle économique qui permet à l'entreprise de financer les deux padels. On a demandé une clause de sécurité pour nous, c'est-à-dire que si l'entreprise fait faillite, par exemple, durant la durée de 25 ans, on récupère la jouissance du bien avant la fin des 25 ans, bien évidemment. Et par rapport aux deux autres porteurs de projet, dès qu'on a eu écho de l'autre projet, on a rencontré, Fabrice a rencontré ISS Padel pour les alerter. Eux, ça ne remet pas en question leur investissement et leur souhait d'investir sur Falaise. Et les deux porteurs de projets que j'ai reçus aussi, je les ai alertés sur le modèle économique et cette concurrence qui n'était pas prévue. Et eux n'ont pas peur non plus. Pour eux, le bassin de Falaise peut accueillir 6 terrains de padel, puisque ça fera 2 plus 4, si je me trompe. Et donc cette société, vous la connaissez Laquelle? La ISS Padel. On les a rencontrés sur un salon et on a des échanges téléphoniques avec eux. Ils sont venus sur le site il y a à peu près 3 semaines avant pour voir le site. Donc c'est une entreprise qui est connue par le club de tennis de Falaise qui s'est renseignée. C'est une entreprise qui fonctionne très bien dans le monde du padel, même si elle débute. Hein. Et aujourd'hui, juste pour ton information, l'autre entreprise qui avait postulé, donc il y en a une, c'est celle qui va s'installer sur Falaise, normalement, la première, M. Jam, et l'autre, elle avait 4 mois d'ancienneté, donc c'est vraiment un marché de niche. Le padel, c'est vraiment un marché tout nouveau. Oui, parce que j'avais étudié notamment les premiers dossiers, puisque l'autre société était encore placée récent. aussi. Ouais. Et ils étaient plutôt sur du panneau photovoltaïque, la première société, et c'était aussi des sociétés qui étaient assez jeunes. Donc on voit qu'il y a une opportunité de ces sociétés-là qui arrivent sur les marchés. Bon voilà, ça peut aussi interroger en fait sur la fiabilité, sur voilà. C'est le problème des activités naissantes naissantes. aussi de ces sociétés-là, quoi. Dès qu'il y a une activité naissante, il y a automatiquement de
parce qu'il n'y a pas d'antériorité. Donc, après, leur modèle économique a l'air de fonctionner, puisqu'il continue à se développer. Je ne pense pas qu'ils se financent uniquement avec des levées de fonds. Je pense qu'ils ont expérimenté un petit peu le projet pour voir comment ça fonctionne. Et l'idéal, ça aurait été de porter le projet municipal, puisqu'à l'époque, avec les JO, il y avait jusqu'à 80% de subventions. Ça, c'est. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Non, en fait, on a travaillé sur ce projet. Non, il n'y avait pas. Ça, c'est ce qu'a disait le gouvernement, ce que portaient certaines personnes. Nous, quand on a été saisi par le club de tennis, on a étudié, et on n'était plus à 80%, on était à 50%, et 6 mois après, on était descendu en dessous. Donc, non, c'était pas. Et le panel avait été décidé par la majorité municipale que c'était le projet sportif numéro 4, et qu'avant, il y avait le stade de foot, il y avait. Enfin, je ne sais plus en quelle heure c'était, mais le foot, c'était en premier. Donc. Oui, mais on pouvait saisir à 80% les subventions. Mais si avec l'ANS. Monsieur Monod, j'étais présidente de la conférence des financeurs. Je sais comment ça s'est passé. Eh bien, il y a des. Il y a eu en effet après des baisses de subventions, mais au tout début, si on avait saisi le coche, si vous aviez saisi le coche, vous auriez pu avoir 80% de subventions sur un dossier comme celui-ci. Sachant que l'emplacement, c'était aussi celui-ci qui avait été proposé au tout début. Bon, au tout début, c'était pas cet emplacement. Ne dis pas le contraire. Non, c'était pas cet emplacement-là. C'est un emplacement qui est un petit peu plus loin. Et quand on a rencontré le président de la fédération de tennis de Normandie, on était à 50% par rapport aux subventions de l'ANS. Puisque les 80%, ça n'a pas duré très longtemps. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce dossier, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Donc, 8 abstentions. C'est adopté, je vous remercie. Délibération 22, convention tripartite pour la mise en place de composteurs collectifs sans autre pétition. Le CIVEDAC est engagé dans un programme local de prévention des déchets et souhaite réduire les quantités de déchets fermentés, collectés et traités, déchets d'air et déchets alimentaires. Pour ce faire, le CIVEDAC et la communauté de communes du Pays de Falaise proposent de détourner du flux des ordures ménagères les déchets végétaux issus de la préparation des repas de ménage en installant et en accompagnant un dispositif de compostage partagé sur l'espace public. Le compostage collectif permet effectivement aux participants de traiter une quantité significative de déchets alimentaires, en moyenne de 52 kg par an et par foyer, afin de les transformer en compost, et ce, directement sur site. Les composteurs seraient ainsi installés sur les espaces collectifs de la ville et seraient utilisés par des personnes volontaires. 3 à 4 composteurs de contenance de 400 à 1000 litres seraient installés sur différents secteurs de la ville. Afin de permettre cette installation, une convention de partenariat est nécessaire afin de préciser les modalités de mise à disposition de ce dispositif de compostage et les engagements pris par les partenaires, à savoir le CIVEDAC, la communauté de communes et la ville de Falaise. Celle-ci précise par ailleurs que les actions entreprises par les partenaires se font sans contrepartie financière et que la mise à disposition des composteurs est effectuée à titre gratuit. Vu la loi 2020-105 du 10 février 2020 anti-gaspillage pour l'économie circulaire, vu le projet de convention joint en annexe 11 au présent rapport, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention relatif à la mise en place des composteurs collectifs sur la ville de Falaise et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et tout document sera important à la délibération. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention qui a été votée à la commune aussi? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Délibération 23, convention Falaise Énergie, police d'abonnement pour le gymnase Guillaume le Conquérant, Jacques Lebrun. Juste avant de lire la délibération, dans la pièce jointe, il y a une petite coquille sur le nom de l'abonné. Je ne sais pas si vous avez vu la police d'abonnement. C'est au début, on l'a corrigé. C'est juste le nom de l'abonné qui est pas bon, c'est bien la ville de Falaise. Tout le reste de la police d'abonnement est bon. Par délibération, la société Falaise Énergie a été désignée délégataire du réseau de chaleur du quartier de la Fontaine-Couverte à Falaise. La Salon Sport Guillaume le Conquérant, 3 boulevard Pasteur, propriété de la ville, est raccordée à ce réseau.
Aussi, il est nécessaire pour la ville de Falaise de conclure une police d'abonnement avec Falaise Énergie pour satisfaire les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire des usagers. La police d'abonnement assignée est jointe en annexe 12. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement de service et la police d'abonnement pour la salle omnisport Guillaume de Conquérant et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la police d'abonnement correspondante. La salle Guillaume qui a été raccordée en même temps que Gardin et Saint-Michel. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette police d'abonnement? Non, je la mets au voix, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Délibération 24, rapport du délégataire, chauffage collectif Jacques Lebrun. Je vais essayer de raccourcir un tout petit peu, c'est déjà un raccourci d'un document de 100 pages, donc on va essayer un petit peu d'aller au plus rapide, on me l'a demandé cette semaine. Le délégataire du service de chauffage urbain a établi ses rapports techniques et financiers pour l'exercice 2024. L'assistante de la ville pour le contrôle d'exploitation, la société Naldeo, a établi sur cette base le rapport technique et économique disponible à la direction des services techniques et dont la synthèse vous est présentée ci-après. Moi, je vais faire une synthèse de la synthèse. On sait bien que les deux chaufferies à Falaise, il y a la chaufferie sud qui a été créée en 2003, la chaufferie nord qui a été créée en 2012. On fait juste une petite synthèse aussi sur les événements de la saison, c'est ce qui détermine la quantité de chaleur distribuée. Le réseau de chaleur de Falaise est désormais classé, c'est-à-dire que le classement rend obligatoire le raccordement des nouvelles constructions ou des bâtiments en cours de rénovation lourde sur son périmètre. Alors, quand on dit bâtiment, c'est vraiment des gros bâtiments avec des grosses potentialités de chauffage. Mais quelqu'un qui construit un immeuble de 40 appartements est obligé de demander le raccordement ou non, mais c'est la société qui lui dit maintenant vous n'êtes pas raccordable, il n'y a pas assez, mais il est obligé de demander avant toute autre moyen de chauffage installé. Une nouvelle sous-station a été mise en service fin 2023. Il s'agit du pôle économique et social géré par la communauté de communes. Le nom d'URF, alors l'URF c'est l'unité de répartition forfaitaire. C'est ce qui permet aussi la facturation affectée à cette sous-station et de 1938 URF. Les conditions climatiques sont les mêmes qu'en 2023, parce que là, le rapport qu'on vous présente, forcément, c'est 2024. Et juste à la fin, il y a juste un petit projet sur 2025. Pour les logements, la rigueur de l'hiver a été en moyenne de 1904 DJU, degrés jour unifié. Je vais me noter parce qu'à chaque fois, je me dis qu'est-ce que ça veut dire, on dit jour, mais c'est pas grave. Cette année, la rigueur climatique moyenne des logements est pratiquement équivalente à celle de l'an dernier. La rigueur climatique reste donc plutôt faible en 2024 et éloignée de la moyenne des 30 dernières années. On voit ici effectivement le réchauffement des sociétés qui gèrent le chauffage. C'est une donnée qu'ils n'avaient pas prise il y a 20 ans. Dans leur modèle économique, c'est un tout petit peu compliqué. C'est très bien pour les utilisateurs, mais c'est pas bon du tout pour la planète et c'est probablement aussi non plus pour leur chiffre. Les graphiques, je ne vous les commande pas. Vous l'avez dit, on le dit chaque année, pour pouvoir bénéficier de à 5,5, il faut qu'on ait minimum 50% de bois. On était passé à 57% parce qu'il y avait un projet qui devait pouvoir monter à 60% de bois. Ils ont freiné un petit peu parce que c'est un peu compliqué à mettre en place malgré tout. Mais c'est national, c'est des chiffres nationaux. Les consommations des abonnés. Cette année, les consommations de chauffage sont globalement en hausse de 5,3%, et c'est la consommation globale, et ça s'explique par le fait du pôle ESS qui est raccordé au chauffage. Et parce qu'on voit juste après, en ce qui concerne les logements, le chauffage, 5,99 MWh par logement, c'est à peu près le même qu'en 2023. Par contre, il y a une hausse, alors je ne sais pas s'il y a une explication, il y a une hausse de l'eau chaude sanitaire, assez importante, 25% de hausse de l'eau chaude sanitaire. La tarification, alors la tarification, je ne vous lis pas tout le chapitre, mais les R1 et R2, on le rappelle chaque année, le R1 c'est la consommation, le R2 ça correspond à peu près à l'abonnement. Donc il y a l'explication, alors il y a des sous R1, il y a R1C, voilà. On va aller directement à la facturation.
Le chiffre d'affaires de la délégation du service public s'est établi à 1 108 000 euros. Celle-ci a diminué de moins 2,1% pour 2023 et 2024, chauffage moins 2,6%, l'eau chaude sanitaire plus 1,7% et au global moins 2,1%. Donc le chiffre d'affaires il a baissé, on vous donne un petit peu les raisons derrière. Par contre, ce qui est intéressant pour les Falaisiens, en 2024, la dépense par logement a diminué de 1,7% par rapport à l'exercice précédent, soit une baisse de chauffage pour les abonnés de 15, en moyenne de 15 euros TTC par an et par logement. On rappelle effectivement l'impact, pourquoi cette baisse. Et là, il y a un résultat prévisionnel pour 2025. Concernant le coût des énergies, du fait de la mixité de la facturation, c'est le bois dont le prix est en général relativement stable et qui prédomine à 57%. L'évolution du coût des autres combustibles entrant en ligne de compte est dépendante du prix du gaz. C'est-à-dire les chiffres qu'on vous donne là pour 2025, on est à peu près sûr maintenant, mais ça pouvait être aléatoire par rapport au prix du gaz, du fuel très peu parce qu'on en consomme pratiquement pas, mais l'électricité aussi sur la cogénération. En 2025, si la tendance des 3 premiers trimestres se confirme, le R1 mois devrait augmenter de 1,7%, donc c'est plus que raisonnable, alors que le coût du gaz a baissé. Les termes R1 gaz et R1 cogé devraient baisser de l'ordre de moins 5%. Globalement, sous réserve de futures évolutions du prix des combustibles, l'évolution du R1 mix serait de moins 1%. Le poste R2, représentant environ 50% de la facture, est en général relativement stable. En augmentant comme l'inflation par contre des 2 dernières années, le terme R2 devrait baisser lui en 2025 environ 2,4%. En tenant compte des évolutions tarifaires envisagées ci-dessus, le coût de la chaleur pour l'abonné devrait donc diminuer d'environ 1,5% en 2025, et ce, à consommation égale. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2024 de la délégation du service de chauffage collectif. Et si vous voulez un petit peu plus de renseignements, tout le rapport est au service technique et M. Collat est derrière, on s'engage à vous expliquer de A à Z. Moi j'ai fait mon boulot pour ce soir. Merci. Des questions sur ce rapport? Non. Merci. Délibération 25. Comment se relative à l'entretien des routes départementales sur le territoire aggloméré? Jacques Lebrun. La ville de Falaise, au travers de son programme de voirie, a réalisé de nombreux aménagements routiers sur les portions de routes départementales qui la traversent. En effet, au travers notamment de 2 opérations d'envergure, la restructuration du boulevard de la Fontaine-Couverte ainsi que la réfection de l'axe nord-sud, rue Aristide-Briand et rue Georges Clémenceau, la voirie et ses dépendances ont été restructurées. Ces travaux ont été réalisés en concertation avec les services du département qui a notamment financé les revêtements de chaussées. Dans le cadre de ces aménagements et en accord avec le département du Calvados, il a été convenu que l'entretien de certains tronçons de routes départementales en agglomération serait confié à la ville de Falaise. La convention jointe en annexe 13A du présent rapport a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles le département confie l'entretien des dépendances du domaine public routier à la ville de Falaise, le long des routes départementales 658, 511, 509, 157, 129, 63, 39 et 6 sur les territoires agglomérés. C'est noté sur les cartes, parce que je ne saurais pas vous dire, à part les grandes, à quelle route ça correspond. Pour la répartition des charges d'entretien, les RD 658, 509, je ne répète pas tout, et 6 sont définis en 8 sections, selon le plan joint en annexe 13B comme suit. Vous faites grâce de la lecture du métré. La Convention précise également la nature des charges d'entretien qui incombent à la ville de Falaise et au département du Calvados, ainsi que leur modalité de mise en œuvre. La Convention engage les 2 parties sur une durée de 10 ans. Vu le projet de convention annexé en rapport, vu les articles L2213-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L131-2 du Code de la voirie routière, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention jointe en annexe du présent rapport, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Est-ce qu'il y a des
remarques sur cette convention du département? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. En question diverses, trois informations. Les dates, calendrier. Vendredi 9 janvier à 16h30, les vœux aux agents de la ville. Le samedi 10 janvier à 11h, le lendemain, les vœux aux forces vives. Et le lundi 9 février, dernier conseil municipal de la mandature, avec un ordre du jour consacré essentiellement au budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non. Très bien, je vais demander à la presse de sortir, de prouver notre présence sur les réseaux. Monsieur, vous demandez de sortir pour l'examen de la dernière délibération.